j'ai entendu ma propre mère qualifier mon travail de « médiocre ». J'ai donc repris mon cadeau 2 heures avant la cérémonie. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Hélène. Depuis près de 30 ans, mon univers tient entre 4 murs, ceux de ma pâtisserie traiteur à Lyon, les douceurs d'Hélène. Cet endroit n'est pas seulement mon gagne-pain, c'est l'œuvre de ma vie, le navire que j'ai construit de mes propres mains après un divorce qui m'avait laissé à la dérive, avec une petite fille à élever et un avenir à réinventer. L'air y est toujours chargé du parfum réconfortant du beurre chaud, de la vanille de Madagascar et du chocolat en train de fondre. Mes mains, bien que marquées par les années de pétrissage et de décoration minutieuse, connaissent la danse précise qui transforme la farine, le sucre et les œufs en quelque chose qui ressemble à de la joie. Ma plus grande fierté, cependant, n'est pas ma boutique, mais ma fille, Chloé. Elle est mon soleil, la raison pour laquelle chaque journée de travail de 18 heures avait un sens. Je l'ai vue grandir, devenir une jeune femme douce, intelligente, peut-être un peu trop naïve, mais avec un cœur immense. Alors, quand elle m'a annoncé, des étoiles plein les yeux, ses fiançailles avec Antoine de Courcy, mon premier réflexe a été une joie pure et sans mélange. Il était charmant, issu d'une vieille famille parisienne, et semblait éperdument amoureux de ma fille. Que pouvais-je demander de plus? Pourtant, une petite voix dans mon cœur, celle de l'instinct maternel, me murmurait de rester sur mes gardes. La différence de milieu social entre notre vie d'artisan lyonnais et leur monde d'héritier parisien me semblait être un fossé bien plus large qu'un simple trajet en TGV. Quelques semaines plus tard, nous visitions le lieu de la réception. Un somptueux château en Bourgogne, avec ses tours de contes de fées et ses jardins à la française. En parcourant les salons au plafond peint, je voyais le visage de Chloé s'assombrir en feuilletant les brochures des traiteurs. Les chiffres à 5-0 la faisaient blêmir. C'est là, dans ce décor grandiose, que mon cœur de mère a parlé. J'ai pris ses mains dans les miennes. Ma chérie, ne te soucie de rien pour le dessert. Laisse-moi faire. Ce sera mon cadeau de mariage. Ses yeux se sont illuminés. Maman, tu es sûre? C'est énorme. J'ai souri, balayant ses doutes d'un geste. Je m'occuperai de tout. La pièce montée de tes rêves, un buffet de dessert signature pour les 200 invités, les mignardises, le café. Absolument tout. C'est un cadeau d'une valeur de 25 000 €, mais pour moi, ton bonheur n'a pas de prix. Chloé m'a serré dans ses bras, submergée par l'émotion. C'est à ce moment que j'ai croisé le regard d'Antoine. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une politesse froide, une distance presque imperceptible. Il m'a remercié d'un ton courtois, presque protocolaire. C'est extraordinairement généreux de votre part, Hélène. Sa mère, Éléonore, une femme à l'allure impeccable et au port altier qui les accompagnait, a ajouté avec un léger haussement de sourcils, en effet. Une contribution, touchante. Le mot « contribution » a résonné étrangement à mes oreilles. Ce n'était pas une contribution. C'était un cadeau, un acte d'amour. Mais j'ai chassé ce sentiment, le mettant sur le compte de la fatigue et de ma propre méfiance. Après tout, j'allais offrir à ma fille le mariage de princesse qu'elle méritait, et c'était tout ce qui comptait. L'invitation est arrivée sur un carton épais, gravé en lettres d'or. La famille de Courcy nous conviait à la soirée de fiançailles officielle dans leur appartement de l'avenue Foch, à Paris. Une note manuscrite d'Éléonore, ajoutée au bas du carton, se voulait charmante. « Chère Hélène, seriez-vous assez aimable pour nous apporter quelques-unes de vos créations? Juste quelques échantillons, afin que nos amis puissent avoir un avant-goût de votre talent. » Ma sœur Isabelle, que j'avais supplié de m'accompagner, a lu par-dessus mon épaule et a grogné. Un avant-goût de ton talent ou un test pour voir si tu es à la hauteur? C'est un piège, Hélène. Je l'ai rassurée, lui disant qu'elle exagérait, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je ne pouvais cependant pas refuser. J'ai donc passé 3 jours à confectionner des miniatures parfaites de mes meilleures pâtisseries, des macarons à la rose et au litchi, des éclairs au caramel beurre salé, des tartelettes au citron meringué. Chaque pièce était un bijou.
L'appartement était exactement comme je l'avais imaginé, un immense espace avec des plafonds vertigineux, des moulures dorées, des tableaux de maître au mur et une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Le champagne coulait à flots, servi par des maîtres d'hôtel en gants blancs. Isabelle et moi, dans nos robes les plus élégantes, nous sentions comme des poissons hors de l'eau. Éléonore nous a accueillis avec un sourire glacial. « Ah, Hélène, vous voilà. Et vous avez apporté vos petits gâteaux. Charmant. » Elle a pris le plateau de mes mains et l'a posé sur le buffet, juste à côté d'une pyramide de macarons signés Pierre Hermé. Le contraste était intentionnel et brutal. Mes créations, si raffinées dans ma boutique, semblaient soudainement artisanales. Le coup de grâce est venu un peu plus tard. Alors que je discutais avec un cousin d'Antoine, Éléonore s'est approchée, un de mes macarons à la main. Devant une demi-douzaine d'invités au regard curieux, elle a déclaré d'une voix claire et porteuse, « C'est charmant, ce petit côté, authentique et rustique que votre mère apporte, Chloé. » Elle s'est tournée vers moi. « C'est très courageux de votre part, Hélène, de perpétuer ces traditions de province. » Le sang m'est monté au visage. Rustique. Province. Les mots étaient choisis pour blesser, pour me rabaisser, moi et mon travail. Isabelle a serré mon bras, prête à répliquer, mais je l'ai retenue. J'ai arboré mon sourire le plus professionnel, celui que je réserve aux clients difficiles. « Merci, Éléonore », ai-je répondu d'une voix calme. Je suis très fière de mes traditions. L'authenticité, pour moi, n'est pas une question de géographie, mais de qualité. J'utilise des produits locaux, des œufs de poules élevés en plein air, du beurre de baratte de la meilleure laiterie de la région. Ma philosophie n'est pas de suivre les modes parisiennes, mais de créer des émotions. Et je crois que c'est un langage universel. Quelques personnes ont hoché la tête, impressionnées par ma répartie. Éléonore a été prise de court, son sourire s'est figé. Elle n'a pu que murmurer un « bien sûr » avant de tourner les talons. J'avais gagné cette manche, mais je savais que la guerre était déclarée. En rentrant à Lyon cette nuit-là, une décision était prise. Je ne me contenterais plus de sourire poliment. J'allais tout documenter. Chaque email, chaque conversation, chaque demande. Non pas par vengeance, mais par prudence. Une femme d'affaires doit protéger son entreprise. Et je sentais que la mienne était en danger. Les semaines qui ont suivi la soirée de fiançailles se sont transformées en un véritable siège. Mon cadeau, censé être un geste de joie, est devenu un champ de bataille où chaque détail était une escarmouche. Les exigences de la famille de Courcy, transmises par une organisatrice de mariage obséquieuse nommée Madame Dubois, pleuvaient dans ma boîte mail. D'abord, le design de la pièce montée. J'avais proposé un croquis d'un magnifique gâteau à étages, décoré de fleurs de sucre faites à la main, une cascade de roses et de pivoine. La réponse est revenue, sèche, trop chargée. Trop fleurie. Antoine et sa mère désirent quelque chose de plus, architectural. Épuré. Minimaliste. Ils m'ont envoyé une photo d'un cube blanc, austère, qui ressemblait plus à un bloc de béton qu'à un gâteau de mariage. C'était à l'opposé de mon style, de mon âme. Ensuite, les ingrédients. Un matin, Jean-Pierre, mon bras droit depuis 20 ans, un homme bourru mais d'une loyauté sans faille, est entré dans mon bureau en secouant la tête, un email à la main. « Patronne, il faut que vous lisiez ça. » C'était un message de Madame Dubois. Madame de Courcy s'interroge sur la provenance de votre vanille. Elle suggère que vous utilisiez exclusivement de la vanille de Tahiti, variété, Grand Cru Rayatea, qu'elle peut vous faire parvenir via son fournisseur parisien. J'ai soupiré. Jean-Pierre, tu sais aussi bien que moi que la vanille de Madagascar est bien plus parfumée pour ce type de crème. Celle de Tahiti est excellente, mais son profil est plus floral, moins adapté. Je le sais, patronne, a-t-il répondu en posant ses grandes mains sur mon bureau. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils lisent des étiquettes. Ils n'ont aucune idée du goût. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des provocations. Ils essaient de vous pousser à la faute, de vous faire dire que vous ne pouvez pas le faire, pour pouvoir ensuite dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Il avait raison. Chaque email était une micro-agression. On remettait en question le chocolat que j'utilisais depuis toujours, suggérant une marque suisse plus chic.
On voulait remplacer mes framboises locales, cueillies le matin même, par des baies venues d'Espagne, sous prétexte qu'elles étaient plus uniformes. Chloé m'appelait souvent, en larmes. Maman, je suis désolée. Ils sont difficiles. Antoine dit que sa mère veut juste que tout soit parfait. S'il te plaît, essaie de faire un effort. Pour moi. Et pour elle, je faisais des efforts. J'ai commandé leur stupide vanille de Tahiti, qui coûtait le double et dont le parfum était moins subtil. J'ai redessiné la pièce montée, essayant de trouver un compromis entre leur cube sans âme et ma vision. Chaque concession était une petite blessure à ma fierté professionnelle. Mais je n'étais plus la femme naïve du début. Chaque soir, je mettais à jour mon dossier secret. J'imprimais les emails, je les surlignais. J'ai créé un tableur Excel où je consignais chaque demande de changement. Colonne A, date. Colonne B, demande. Colonne C, coût supplémentaire engendré, temps de recherche, commande spéciale, perte de matières premières. Colonne D, mes commentaires. Le dossier s'épaississait. C'était devenu ma police d'assurance. Je continuais de jouer le jeu, de sourire au téléphone à Madame Dubois, d'assurer à ma fille que tout irait bien. Mais à l'intérieur, la colère laissait place à une froide détermination. Ils voulaient me tester ? Très bien. Mais ils allaient découvrir que je n'étais pas une petite artisane de province. J'étais une chef d'entreprise. Et j'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient, mais selon mes propres termes. La guerre était froide, mais la température baissait de jour en jour. Nous étions à une semaine du mariage. Le château en Bourgogne bourdonnait d'activité. J'étais sur place avec Jean-Pierre pour une dernière inspection technique, pour vérifier les branchements des vitrines réfrigérées et l'agencement de l'espace que l'on nous avait alloué. Tout devait être parfait. J'avais mis un point d'honneur à répondre à toutes leurs exigences, aussi ridicules fussent-elles. Le cube blanc trônait en polystyrène dans mon atelier, prêt à être recouvert de pâte à sucre. Les ingrédients, prestigieux, étaient stockés, étiquetés. Alors que nous terminions, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon carnet de notes, celui où je notais les moindres détails du déroulement, dans le grand salon. J'en ai pour 2 minutes, Jean-Pierre, je reviens tout de suite. J'ai traversé le long couloir de service, mais pas étouffé par l'épais tapis rouge. En approchant du petit salon attenant à la suite nuptiale, j'ai entendu des voix. La porte était entr'ouverte. J'ai reconnu immédiatement le ton arrogant d'Antoine, le rire aigu de sa sœur Delphine, et la voix tranchante de sa mère, Éléonore. Je me suis arrêté net, une curiosité malsaine me clouant sur place. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on soit coincé avec les gâteaux de sa mère, a lancé Antoine. Son ton n'était plus celui, poli et distant, qu'il utilisait avec moi. C'était un mépris pur, non dissimulé. C'est une honte de province. On dirait un buffet de kermesse amélioré. Delphine a gloussé. Imagine la tête de nos amis quand ils verront ça. Eux qui sont habitués aux créations de Cédric Grolet. Ils vont penser qu'on est devenu radin. Mon sang s'est glacé. Je suis resté immobile, caché dans l'ombre du couloir, mon cœur battant à tout rompre. Ne t'en fais pas, a repris Éléonore, sa voix sifflante comme une lame. C'est bourgeois, c'est lourd, c'est ringard. Mais j'ai déjà préparé le terrain. Un silence. Puis Antoine a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai déjà insinué auprès de quelques personnes clés, comme la baronne de Rothschild et les Vasseur, que la pauvre femme a insisté pour nous aider. Que sa petite affaire bat de l'aile et qu'elle espérait se faire un peu de publicité grâce à notre nom. J'ai aussi glissé que les normes d'hygiène, bon, on ne sait jamais avec ces petits artisans. C'est une façon de nous protéger, de dissocier notre image de la sienne. Si les gens trouvent ça mauvais, ils penseront que c'est de sa faute, pas de la nôtre. Un coup de poignard. Non, c'était pire que ça. C'était un assassinat. Un assassinat de ma réputation, de mon travail, de mon honneur. Ils n'étaient pas seulement snobs et méprisants. Ils étaient activement en train de saboter mon entreprise, de répandre des mensonges toxiques qui pouvaient détruire tout ce que j'avais mis 30 ans à construire. Et puis, j'ai entendu la voix de ma fille. Chloé. Elle venait d'entrer dans la pièce. Maman ? Qu'est-ce que tu fais là ? Non, ce n'était pas la voix de ma fille.
C'était celle d'Antoine qui l'imitait, d'un ton génial et stupide. Maman, s'il te plaît, fais un effort. Il a éclaté de rire, suivi par sa mère et sa sœur. Il se moquait d'elle. De sa gentillesse, de sa loyauté envers moi. C'en était trop. J'ai senti la tristesse et la colère se transformer en une chose nouvelle, une clarté glaciale. Le choc m'a quitté, remplacé par une certitude absolue. Je ne pouvais pas laisser ma fille épouser cet homme. Je ne pouvais pas laisser ces gens s'en tirer comme ça. J'ai reculé sans un bruit, mon carnet oublié. Je suis retourné vers la cuisine où Jean-Pierre m'attendait. Il a vu mon visage et son sourire s'est effacé. Patronne? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blanche comme un linge. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Jean-Pierre, ai-je dit d'une voix qui ne tremblait même pas, changement de plan. Le trajet du retour vers Lyon s'est fait dans un silence de plomb. Jean-Pierre, à côté de moi, n'a pas posé de questions. Il me connaissait assez pour savoir que mon silence était plus lourd de sens que n'importe quel cri. La douleur était là, une boule brûlante dans ma poitrine, mais par-dessus, une couche de glace s'était formée. Une rage froide, méthodique, qui aiguisait mon esprit au lieu de l'embrumer. Arrivé à mon bureau, j'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas pleuré. L'heure n'était plus aux larmes. J'ai sorti le dossier que je tenais méticuleusement à jour. Chaque email, chaque facture, chaque note. C'était plus qu'une police d'assurance maintenant, c'était un arsenal. Mon premier appel a été pour ma sœur. Je n'ai pas cherché de réconfort. J'ai exposé les faits, d'une voix neutre, en citant mot pour mot les horreurs que j'avais entendues. À l'autre bout du fil, le silence a été suivi d'un juron bien senti. Les salauds, a sifflé Isabelle. Les pourritures finies. Qu'est-ce que tu vas faire? Annuler? Annuler serait trop simple, ai-je répondu. Ce serait leur donner raison. Ils diraient que la petite artisane n'a pas supporté la pression. Non. Je vais leur donner exactement ce qu'ils attendent. Une performance. Hélène? Tu avais raison depuis le début, Isa, ai-je coupé. Maintenant, regarde-moi faire. J'ai raccroché et j'ai fait venir Jean-Pierre. Je lui ai tout raconté, sans omettre le moindre détail, y compris la moquerie sur l'hygiène qui l'a fait blêmir de colère. Quand j'ai eu fini, il a croisé ses bras puissants sur sa poitrine. Qu'est-ce qu'on fait, patronne? Sa voix était un grondement. Nous allons livrer le plus beau mariage que ce château ait jamais vu, ai-je annoncé. Du moins, en apparence. Et je lui ai exposé mon plan. Un plan en 2 temps, précis comme une recette de grand chef. Acte I, le théâtre. Nous allions nous rendre au mariage comme prévu. Installer les buffets, les présentoirs, les vitrines. Tout le matériel. Nous allions jouer la comédie jusqu'à la dernière minute, souriant, professionnel, impeccable. Les camions frigorifiques contenant les pâtisseries seraient sur place, moteur en marche, prêts à partir. Acte 2, le rideau tombe. 2 heures avant le début de la réception, juste après la cérémonie civile, j'irai parler à Chloé. Puis, j'irai présenter mon dossier au de Courcy. Et ensuite, au signal, toute l'équipe remballerait le matériel non essentiel en un temps record et nous disparaîtrions. Laissant derrière nous une salle magnifique, des tables dressées, et un espace dessert désespérément, spectaculairement vide. Jean-Pierre m'a écouté sans m'interrompre. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire de guerrier. C'est de la haute voltige, patronne, a-t-il dit. Mais c'est magnifique. J'ai 1 ou 2 idées pour la logistique, pour que la retraite soit encore plus rapide et efficace. On peut utiliser les chariots de service du château pour évacuer les présentoirs vides par les cuisines. Personne ne verra rien depuis le hall principal. Parfait, ai-je dit. La nuit a été courte. Je l'ai passée à peaufiner chaque détail, à appeler les membres les plus fiables de mon équipe pour leur donner des instructions précises, sans révéler toute l'histoire, juste ce qu'ils avaient besoin de savoir. C'était une opération militaire. Ma douleur s'était muée en carburant. Ils avaient voulu m'humilier, me réduire à un stéréotype. Ils allaient découvrir que derrière la pâtissière se cachait une stratège. Et ma vengeance ne serait pas un plat qui se mange froid.
Elle serait un buffet entier, servi glacé. Le jour du mariage est arrivé, baigné d'un soleil éclatant qui semblait se moquer de la tempête qui couvait. Nos camions, impeccablement propres, se sont engagés dans l'allée gravillonnée du château. Mon équipe, prévenue d'un changement de logistique de dernière minute, était d'une efficacité redoutable. Ils étaient les meilleurs, et aujourd'hui, ils allaient le prouver. Nous avons déchargé le matériel. Les magnifiques présentoirs en argent, les cloches en verre étincelantes, les supports à gâteaux à plusieurs niveaux. Nous avons installé le bar à café avec la machine à expresso professionnelle. Nous avons dressé la table qui devait accueillir la pièce montée, la recouvrant d'un lin blanc immaculé. La mise en scène était parfaite. Une coquille vide, mais une coquille somptueuse. Les véritables trésors, la pièce montée cubique et glaciale, les centaines de tartelettes, d'éclairs, de macarons, les verrines multicolores restaient à l'abri des regards, dans le ventre froid de nos camions frigorifiques, moteurs tournant silencieusement. J'ai supervisé chaque détail avec un calme olympien qui me surprenait moi-même. J'ai salué Madame Dubois, l'organisatrice, qui s'extasiait sur notre professionnalisme. Tout est magnifique, Hélène. Absolument parfait. Je lui ai rendu son sourire. Nous visons toujours la perfection, vous le savez bien. J'ai aperçu Chloé, sublime dans sa robe de mariée, qui me faisait un signe de la main depuis une fenêtre de l'étage. Je lui ai envoyé un baiser, mon cœur se serrant. La partie la plus difficile restait à venir. La cérémonie civile s'est déroulée dans la roseraie. J'ai regardé ma fille dire « oui » à cet homme qui se moquait d'elle dans son dos. J'ai regardé Éléonore de Courcy éponger une fausse larme avec un mouchoir en dentelle. J'ai applaudi au moment voulu, mon visage un masque de circonstance. Dès la fin de la cérémonie, alors que les invités se dirigeaient vers le cocktail servi dans les jardins, mon plan s'est mis en marche. Mon premier arrêt, la suite nuptiale, où Chloé était retournée pour une retouche. J'ai frappé et suis entrée. Elle était seule avec la maquilleuse. J'ai demandé à cette dernière de nous laisser un instant. « Maman. Tu as vu ? C'était merveilleux », a-t-elle commencé, rayonnante. Je n'ai pas souri. J'ai fermé la porte derrière moi. « Chloé, assieds-toi. Il faut que je te dise quelque chose. Et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout, sans m'interrompre. » Son sourire s'est effacé, sentant la gravité de mon ton. Je lui ai tout raconté. D'une voix posée, factuelle, j'ai répété les mots exacts que j'avais entendus. Honte de province. Kermesse améliorée. L'imitation cruelle de sa propre voix. Et le pire, la calomnie sur mon entreprise, sur notre honneur. Le visage de ma fille a passé par toutes les couleurs. L'incompréhension, le déni, puis l'horreur. Des larmes ont commencé à couler sur son maquillage parfait. Non, ce n'est pas possible. Antoine ne. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Chloé. Ma voix était douce, mais inflexible. Ce n'est pas seulement moi qu'ils ont attaqué. C'est toi, c'est notre famille, c'est tout ce que j'ai construit. Mon cadeau était un acte d'amour. Ils l'ont transformé en une arme pour m'humilier. Je ne te demande pas de choisir, ma chérie. Je te demande de comprendre pourquoi je vais faire ce que je dois faire. Je ne peux pas rester ici et servir le dessert à des gens qui me poignardent dans le dos. Je ne peux pas. Je l'ai laissé là, en larmes, le cœur brisé mais les yeux enfin ouverts. Je savais que je venais de faire exploser son monde, mais c'était un mal nécessaire. Mon deuxième arrêt était le grand hall. J'ai intercepté Antoine et Éléonore qui paradaient au milieu de leurs invités. J'arborais un sourire de service. Antoine, Éléonore, un instant s'il vous plaît ? Intrigués, ils m'ont suivi dans un petit bureau adjacent. J'ai fermé la porte. Leurs sourires arrogants étaient toujours en place. Un problème, Hélène ? A demandé Éléonore d'un ton condescendant. Non, pas du tout, ai-je répondu en sortant de mon sac un élégant porte-documents en cuir. Juste une formalité. Je leur ai tendu le dossier. Sur la couverture, une étiquette imprimée indiquait « Dossier de prestation, mariage de Courcy-Lambert, récapitulatif des exigences, modifications et coûts afférents. » Antoine l'a pris, l'air perplexe. Il l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru les pages,
Les copies d'emails, le tableur des coûts supplémentaires, les photos des croquis refusés. Son visage a commencé à se crisper. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il sifflé. Ceci, ai-je dit d'une voix blanche, n'est pas la facture. C'est le dossier de vos caprices, de votre manque de respect et de la manière dont vous avez traité mon travail et ma générosité. La facture, elle, vous sera envoyée par mon avocat. Elle inclura une compensation pour diffamation. Le visage d'Éléonore est passé de l'arrogance à l'incrédulité furieuse. Mais de quel droit? Vous êtes notre prestataire. J'étais votre prestataire, ai-je corrigé. Jusqu'à ce que j'entende que vous me traitiez de provinciale ringarde et que vous mettiez en doute mon hygiène professionnelle pour protéger votre précieux nom. Quant à mon cadeau de 25 000 €, je le reprends. Vous ne le méritez pas, j'ai ouvert la porte. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez un plan B pour le dessert. Vous avez 1h30 avant que vos invités ne s'en aperçoivent. Je suis sorti sans un regard en arrière. Dans le hall, j'ai croisé le regard de Jean-Pierre. J'ai fait un léger hochement de tête. C'était le signal. L'exode a commencé. C'était un ballet silencieux et d'une efficacité redoutable. Mon équipe, tel un commando, a investi la salle de réception. Les présentoirs vides ont été chargés sur les chariots et évacués par les portes de service. La machine à café, les tasses, les cuillères, tout a disparu en un éclair. En moins de 15 minutes, notre espace était nu. J'ai marché d'un pas calme vers la sortie, traversant le parc où les invités riaient encore, un verre à la main, inconscients du drame qui se jouait. J'ai grimpé dans le camion de tête. Jean-Pierre a pris le volant. C'est fait, patronne. C'est fait, Jean-Pierre. Les moteurs ont vrombi et la caravane des « douceurs d'Hélène » a quitté l'allée du château, laissant derrière elle un mariage de luxe avec un trou béant au milieu de sa fête. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais les échos me sont parvenus, et ils étaient encore plus savoureux que mes meilleures créations. La première personne à remarquer le vide fut, bien sûr, Madame Dubois. En entrant dans la salle de réception pour vérifier que tout était en place avant le dîner, elle s'est arrêtée net. Son visage, m'a-t-on dit, est devenu aussi blanc que le lin qui recouvrait encore la table destinée à la pièce montée. Elle a couru, paniquée, trouver Éléonore. La matriarche, encore sous le choc de ma confrontation, a tenté de garder la face. C'est un malentendu, a-t-elle bafouillé. La prestataire a eu un problème technique. Mais le temps passait. Le cocktail s'éternisait. Les invités commençaient à avoir faim et à s'impatienter. C'est alors qu'un personnage inattendu est entré en scène. Parmi les invités se trouvait une certaine Victoire de Saint-Phal, une cousine éloignée des de Courcy, mais surtout une blogueuse gastronomique et mondaine très suivie sur Instagram. Armée de son smartphone, elle documentait chaque instant de ce mariage qu'elle jugeait déjà un peu terne. Sentant qu'il se passait quelque chose d'anormal, elle s'est glissée dans la salle de réception. Son souffle s'est coupé. Elle a immédiatement compris le potentiel de la situation. Une photo a été prise, l'immense salle, les tables dressées, et au centre, le vide abyssal de l'espace dessert. Quelques minutes plus tard, la photo était sur son compte Instagram avec une légende assassine, scène surréaliste au mariage de l'année. Une salle magnifique, une attente interminable, et apparemment, pas de gâteau. Malaise en Bourgogne. Hashtag mariage sans gâteau, hashtag les mystères de Courcy. Le hashtag a pris feu. D'autres invités, voyant le post, ont commencé à murmurer. Antoine, le visage rouge de fureur et d'humiliation, passait son temps au téléphone, hurlant sur de pauvres employés de restaurants et d'hôtels des environs. Comment ça, vous ne pouvez pas livrer une pièce montée pour 200 personnes en 1 heure? Vous ne savez pas qui je suis? La réponse était, invariablement, un refus poli ou un rire à peine dissimulé. Le fiasco était total. Pour sauver les apparences, ils ont réussi à obtenir d'un hôtel voisin quelques plateaux de fromage bas de gamme et des corbeilles de fruits. Mais ils n'avaient plus de vaisselle pour le dessert. La scène était pathétique, des invités en smoking et robe de soirée faisant la queue pour recevoir un morceau de camembert sur une assiette en carton, servi par un personnel du château complètement dépassé. Plusieurs invités de marque, dont la fameuse baronne de Rothschild,
ont prétexté une migraine et sont partis avant même le plat principal. L'orchestre jouait dans une ambiance glaciale. Le photographe, payé une fortune, immortalisait des scènes de désolation, la mariée en larmes dans les toilettes, le marié vociférant dans son téléphone, et la mère du marié tentant de sourire avec des lèvres pincées de rage. L'histoire du « mariage sans gâteau » est devenue la fable de la saison mondaine parisienne. Les deux Courcy, qui avaient tout misé sur l'apparence et le statut, sont devenus une caricature. Leur nom, qu'ils chérissaient tant, était désormais associé à l'arrogance, au ridicule et à un manque total d'organisation. L'humiliation publique était bien plus cuisante que n'importe quelle facture que j'aurais pu leur envoyer. Ils avaient voulu me faire passer pour une provinciale incompétente, ils s'étaient retrouvés être les protagonistes d'une farce grotesque, exposée aux yeux de tous. Le mariage, construit sur des fondations aussi fragiles que de la meringue, ne pouvait pas durer. Il s'est effondré en moins de 10 mois. La fissure spectaculaire du jour J n'a fait que s'élargir, devenant un canyon infranchissable entre Chloé et la famille de Courcy. L'humiliation publique avait rendu Antoine venimeux. Chaque jour était un nouveau reproche. À cause de l'esclandre de ta mère, je suis la risée de tout Paris, lui lançait-il. Elle nous a ridiculisés. Il ne voyait pas sa propre cruauté, seulement la conséquence de celle-ci. Éléonore, quant à elle, avait adopté une stratégie de silence glacial. Elle ne considérait plus Chloé comme sa belle-fille, mais comme la représentante vivante de leur déchéance sociale. Elle l'ignorait, la traitait comme un meuble transparent dans le grand appartement de l'avenue Foch. Chloé a enduré, espérant encore, par une naïveté tenace, que l'amour pourrait réparer les choses. Mais l'amour s'était évaporé, remplacé par le ressentiment et le mépris. Loin de Lyon, loin de la chaleur de ma cuisine et de mon soutien, elle était isolée, piégée dans une cage dorée où chaque barreau était fait de snobisme et de cruauté. La prise de conscience a eu lieu lors d'un dîner. Un des amis d'Antoine, un jeune homme aussi arrogant que lui, a plaisanté lourdement. « Alors, Antoine, pour votre premier anniversaire de mariage, vous allez commander une pizza ou vous retentez le coup avec la belle-mère pâtissière ?» Tout le monde a ri. Antoine, au lieu de défendre sa femme, a souri amèrement et a répondu « On évitera tout ce qui vient de province, cette fois. C'est plus sûr. » Ce fut la goutte d'eau. Ce soir-là, en rentrant, Chloé a regardé son mari. Elle ne voyait plus le prince charmant, mais un petit garçon gâté, faible, incapable d'assumer ses propres torts. Elle a vu la vacuité derrière la façade luxueuse. Le lendemain, elle a fait ses valises. Quand Antoine l'a découverte, il a été stupéfait. « Tu vas où comme ça? Tu retournes pleurer chez ta mère ?» Chloé l'a regardé, et pour la première fois depuis des mois, sa voix était ferme, sans une once de larmes. « Oui. Je retourne chez ma mère. Parce que chez elle, il y a de l'amour et de l'honnêteté. Ici, il n'y a que du vide et du mépris. » Elle a fait une pause avant de lui asséner le coup final. « Tu sais, Antoine, le problème le jour de notre mariage, ce n'était pas l'absence de gâteau. Le problème, c'est que tu as une âme aussi vide que ces présentoirs que ma mère a remballés. » Elle a tourné les talons et est partie. Elle a quitté l'appartement, a quitté l'avenue Foch, a quitté Paris. Elle n'est pas revenue à Lyon en victime brisée, mais en femme qui avait enfin ouvert les yeux. Elle avait perdu un mari et un statut social, mais elle avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa liberté et sa dignité. Le divorce a été prononcé rapidement. Les deux Courcy, sans doute soulagés de se débarrasser de cette alliance embarrassante, n'ont fait aucune difficulté. Pour eux, le chapitre était clos. Pour Chloé, un nouveau chapitre, bien que difficile, était sur le point de commencer. Le retour de Chloé à la maison n'a pas été une explosion de joie. Il y avait une gêne palpable entre nous, un chant de non-dits et de regrets. Elle était ma fille, je l'aimais plus que tout, mais elle était aussi une femme meurtrie qui portait les cicatrices d'une bataille que j'avais, en un sens, déclenchée. Les premiers jours, elle restait dans sa chambre, silencieuse. Je lui montais des plateaux avec ses plats préférés, comme quand elle était enfant. Un soir, je l'ai trouvée assise dans la cuisine, au milieu de la nuit, fixant le grand four éteint. « Je suis tellement désolée, maman », a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Pas pour l'avoir aimé. Mais pour avoir été aveugle. Pour ne pas avoir vu ce qu'ils te faisaient subir. Je t'ai laissé seule face à eux.
J'ai été lâche. Je me suis assise en face d'elle. Je ne lui ai jamais dit, je te l'avais bien dit. Ces mots sont un poison. À la place, je lui ai pris la main. Tu n'as pas été lâche, ma chérie. Tu as été amoureuse. Et l'amour, parfois, nous met des œillères. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir se relever. Mais les mots ne suffisaient pas. La guérison devait être plus profonde. Une semaine plus tard, alors que je préparais une grosse commande, Chloé est entrée dans le laboratoire, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt. « Je peux t'aider ?» a-t-elle demandé timidement. J'ai été surprise. « Tu es sûre ? » « C'est. »« S'il te plaît » a-t-elle insisté. « Je veux comprendre. » Je lui ai donné un tablier. Sa véritable éducation a commencé ce jour-là. Elle n'a pas touché aux poches à douille ni aux décorations complexes. Elle a commencé par le début. La plonge. Le nettoyage des plans de travail. Le calibrage des amandes pour les macarons. Des tâches simples, répétitives, mais essentielles. Au début, elle était maladroite. Ses mains, habituées au clavier d'ordinateur, n'avaient pas la dextérité nécessaire. Mais elle était tenace. Elle observait, elle apprenait. Elle a découvert l'odeur de la farine fraîchement moulue, la texture soyeuse d'une ganache réussie, le son précis d'un fouet qui monte des blancs en neige. Elle a commencé à parler avec mon équipe, avec Jean-Pierre qui la traitait avec une gentillesse bourrue, lui montrant les astuces du métier. Elle a vu la sueur, la concentration, les heures de travail acharné qui se cachaient derrière chaque gâteau parfait qui sortait de notre boutique. Un après-midi, je l'ai vue, concentrée, en train de glacer une fournée d'éclairs au chocolat. Son geste était encore un peu hésitant, mais précis. Elle était totalement absorbée, le bout de la langue entre les dents. En la regardant, j'ai compris qu'elle n'était pas seulement en train d'apprendre la pâtisserie. Elle était en train de se reconstruire. Chaque geste précis était une façon de reprendre le contrôle. Chaque création réussie était une petite victoire sur le passé. Notre relation, elle aussi, se reconstruisait. Nous ne parlions plus du passé. Nous parlions de la température du sirop de sucre, de l'acidité des framboises, de la meilleure façon de tempérer le chocolat. Nous parlions le langage de la cuisine, un langage fait de gestes, de parfums et de saveurs. Un langage bien plus honnête et direct que tous les mots que nous aurions pu échanger. Elle n'était plus seulement ma fille, elle devenait mon apprentie, ma consoeur. Et dans le feu des fours, notre lien, autrefois brisé, se forgeait à nouveau, plus fort et plus vrai que jamais. Je pensais que l'histoire était terminée. Les deux coursiers avaient été publiquement humiliés, ma fille était revenue à la maison et commençait à se reconstruire. J'étais prête à tourner la page, à me concentrer sur l'avenir. Mais l'arrogance, comme une mauvaise herbe, a la vie dure. Environ un mois après le retour de Chloé, j'ai reçu une lettre recommandée. L'entête appartenait à un grand cabinet d'avocats parisiens. Mon cœur s'est serré. En l'ouvrant, j'ai découvert une mise en demeure. Éléonore de Courcy, non contente d'être la risée de Paris, avait décidé de contre-attaquer. La lettre, rédigée dans un jargon juridique glacial, m'accusait de rupture abusive de contrat, de préjudice moral et matériel, et menaçait de me réclamer des dommages et intérêts astronomiques pour avoir délibérément saboté l'événement le plus important de leur vie. Il affirmait avoir des témoins prêts à jurer que j'avais agi par caprice et manque de professionnalisme. C'était le monde à l'envers. La victime devenait l'accusée. Ma première réaction a été la peur. La puissance d'une famille comme les de Courcy, avec leurs avocats aux dents longues, pouvait-elle vraiment me broyer ? Mais la peur a rapidement laissé place à la colère. Cette même colère froide et déterminée qui m'avait guidée le jour du mariage. Il n'avait donc rien appris. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Bernard, un vieil ami de la famille et un avocat lyonnais réputé, un homme qui n'avait pas peur des grands noms parisiens. Hélène ? Quelle surprise ! J'espère que tout va bien. Tout va très bien, cher ami, ai-je répondu. J'ai juste besoin de vos services. J'ai un dossier à vous transmettre. Je crois qu'il pourrait vous amuser. Le lendemain, Maître Bernard était assis dans mon bureau. Je lui ai posé le fameux dossier en cuir sur la table. Il a tout lu,
tout écouté, sans m'interrompre, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Quand j'ai eu fini, il a tapoté le dossier de son index. Hélène, ce n'est pas un dossier. C'est une arme nucléaire, a-t-il dit avec un petit sourire. Leurs menaces sont du bluff. Ils n'ont rien. Vous, par contre, vous avez tout. La réponse de Maître Bernard au cabinet parisien n'a pas été une simple lettre. C'était un contre-dossier, encore plus épais que le mien. Il contenait 1. L'intégralité de mes preuves, emails, factures, témoignages de mes fournisseurs sur les changements de dernière minute. 2. Une déclaration sous serment de Jean-Pierre, confirmant ma version des faits. 3. Une surprise, une déclaration d'un jeune serveur du château. Il avait été dans le couloir ce jour-là et avait tout entendu. Il avait d'abord eu peur de parler, mais contacté par Maître Bernard, il avait accepté de témoigner de la conversation calomnieuse. 4. Une compilation des articles de blog et des posts sur les réseaux sociaux, y compris ceux de Victoire de Saint-Phal, prouvant le préjudice d'image que j'avais subi par ricochet. 5. Et pour finir, une assignation en justice pour diffamation et calomnie, réclamant une somme encore plus importante que la leur pour atteinte à ma réputation professionnelle. La réponse ne s'est pas fait attendre. Une semaine plus tard, un appel paniqué de leur avocat à Maître Bernard. Ils voulaient négocier. Un procès public serait la fin de leur réputation déjà bien amochée. La négociation a été rapide. Ils ont retiré leur plainte. Ils ont accepté de me verser une somme substantielle à 5 chiffres en dédommagement, couvrant l'intégralité de mes frais et le préjudice subi. En échange, je devais signer un accord de confidentialité et renoncer à toute poursuite. J'ai signé sans hésiter. Je ne voulais pas leur argent pour m'enrichir. Je voulais qu'ils paient. Je voulais une reconnaissance, même forcée, de leur faute. Ce jour-là, dans le bureau de mon avocat, j'ai compris que j'avais gagné. Pas seulement une bataille juridique, mais une guerre pour mon honneur. Et les desserts, me demanderez-vous? Qu'est-il advenu de ce festin fantôme? Je ne les ai pas jetés. Cela aurait été un sacrilège. Le lendemain de ce fameux samedi, j'ai mobilisé mon équipe. Nous avons passé la journée à reconditionner chaque pâtisserie, chaque macaron, chaque verrine. Puis, nos camions ont fait une tournée bien différente de celle prévue. Nous avons livré l'intégralité du buffet à 3 EHPAD de la région lyonnaise, à un foyer pour femmes victimes de violences, et aux bénévoles des Restos du Cœur. J'ai encore en mémoire le visage illuminé d'une vieille dame de 90 ans découvrant la pièce montée. Elle a joint les mains et m'a dit, « C'est le plus beau gâteau que j'ai vu de ma vie. On dirait un mariage de reine. » J'ai souri. D'une certaine manière, c'en était un. Le mariage de ma liberté et de ma dignité. L'argent de l'accord? Je l'ai utilisé pour verser une prime exceptionnelle à toute mon équipe, qui m'avait suivi dans cette folie avec une confiance aveugle. J'ai aussi remplacé mon vieux four par un modèle dernier cri, un investissement que je repoussais depuis des années. C'était l'argent des De Courcy qui allait désormais cuire mes créations. Une ironie que je savourais chaque jour. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère. La vie a repris son cours. Les douceurs d'Hélène est plus prospère que jamais. La publicité involontaire de cette histoire, qui a fuité malgré les accords, nous a amené une nouvelle clientèle, curieuse et respectueuse. Mais ma plus grande victoire se trouve juste à côté de moi. Chloé est devenue une pâtissière talentueuse. Elle a trouvé sa voie, non pas dans l'ombre de son mari ou de sa mère, mais dans la lumière de sa propre passion. Notre relation, autrefois mise à l'épreuve, est maintenant notre création la plus solide. Parfois, le soir, en nettoyant le laboratoire, nous créons ensemble une nouvelle recette. Nous rions, nous goûtons, nous débattons du dosage du sucre ou de l'amertume du cacao. Dans ces moments simples, je trouve le vrai goût du bonheur. Ce n'est pas le goût amer de la vengeance, mais le goût infiniment doux de la justice, de la résilience et de l'amour reconstruit. Et c'est une saveur qu'aucune famille, aussi riche ou puissante soit-elle, ne pourra jamais m'enlever.